C'est un ruisseau que je parcours depuis que je suis tout enfant, donc ça fait pas mal d'années. Je les ai parcourus avec mon grand-père qui aimait cette région. En fait, je suis originaire d'une très vieille famille ardéchoise, donc ça fait plusieurs siècles qu'on est installé ici. Et c'est toujours avec émotion que je parcourais ces ruisseaux. Quand je suis ici, en fait, ça me rappelle vraiment ça me replonge dans mon enfance, en fait. À la fois le bruit, les odeurs, les animaux, les oiseaux qu'on entend. Et c'est vraiment, je pense que c'est en partie grâce à ça que j'ai eu cette sensibilité à la nature. En longeant ces cours d'eau avec mon grand-père, lorsque j'étais jeune, j'ai pu comprendre la biodiversité, la richesse qu'il y avait dans ces cours d'eau et autour. Ce sont les lieux où se concentre vraiment la biodiversité, et donc en particulier la faune. Et petit à petit, je me suis de plus en plus intéressé à ces milieux. Et un jour, j'étais alors adolescent, lorsque mon grand-père vient me voir et me dit: viens, je vais t'amener, je vais te montrer quelque chose. Et quand on arrive, en fait, qu'est-ce que je découvre? Pour la première fois, je n'en avais jamais vu, un barrage de castor en bois. Et mon grand-père me dit: ça y est, le castor est revenu, alors qu'il avait disparu depuis sûrement très longtemps. Et à partir de là, je me suis intéressé à cette espèce et j'ai pu voir au fur et à mesure des années et des décennies l'implantation de plus en plus importante du castor, avec une famille, deux familles et de plus en plus de territoires. Et le castor est aujourd'hui bien implanté dans cette région. Le castor européen avait quasiment disparu au début du XXe siècle. Il était chassé à la fois pour sa chair, sa fourrure et la pharmacopée. Et on estime qu'il en restait en France à peine une trentaine d'individus, peut-être un peu plus, dans la basse vallée du Rhône. Et en fait, c'est le premier animal français qui a été protégé en 1909 sur les 3 départements où il était encore présent, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard. Et cette protection a tellement bien marché que, en quelques décennies, on recolonise tout le bassin rhodanien. On le voit dans les gorges de Ardèche dans les années 1925 et ici sur ces petits ruisseaux dans les années 1930. Et donc en fait, quand il a recolonisé, donc c'est d'abord le Rhône, donc le fleuve. Il a occupé ensuite les affluents du Rhône, comme l'Ardèche. Quand cet affluent était bien occupé, donc il est allé occuper d'autres affluents. Et lorsqu'il s'est réfugié sur des petits cours d'eau comme ici derrière moi, les plans d'eau étaient insuffisants pour survivre. Et bien, il est obligé de créer des plans d'eau en construisant des barrages. Il faut savoir que le castor est l'animal qui fait les plus grandes constructions du règne animal par les barrages ou des huttes. Et c'est lui qui modifie le plus intentionnellement son environnement en construisant des barrages qui entraînent bien sûr des créations de plans d'eau et donc des zones humides qui peuvent être assez importantes. On voit parfois une vingtaine de barrages sur son territoire, avec des structures très différentes. En général, ils sont faits plutôt avec des branches, soit des branches qui viennent de couper ou des branches qui viennent de trouver soit au fond de l'eau, soit sur les berges. Et il peut aussi les faire en pierre. Et donc ça fait vraiment des constructions qui sont assez importantes. Alors, le castor a un impact vraiment très positif sur les petits cours d'eau, justement grâce à la construction des barrages qui entraînent la création de plans d'eau. Alors en effet, ces plans d'eau peuvent faire jusqu'à 150 mètres de long, 15 mètres de large, jusqu'à 1,50 m de profondeur. Ça permet de retenir l'eau au maximum, même en période estivale, et ça permet de mieux alimenter les nappes phréatiques. Et ensuite, bien sûr, cela crée des zones humides, et qui dit zone humide, dit une augmentation de la biodiversité.
Il va faire une vraie gestion de son environnement pour son alimentation, en particulier sur des petits cours d'eau. Souvent, il va s'attaquer à des gros arbres, alors, des fois d'un diamètre beaucoup plus important que ce qu'on voit ici. Des fois, ils font presque, ils peuvent être gros comme ça, facilement. Alors, il va s'attaquer à des arbres. Alors, on peut se demander pourquoi il s'attaque à des arbres. Tout simplement parce qu'il veut accéder, il veut manger les branches qui sont au-dessus, les branches et les feuilles de cet arbre. Et la seule façon qu'il a, puisqu'il ne peut pas monter dans l'arbre, c'est de le faire tomber. Donc, il va s'attaquer au tronc, hein, tout le tour, il va faire le tour. Et petit à petit, il va le fragiliser. Et un jour, soit tout seul, ou soit en général lorsqu'il y a du vent, l'arbre n'est pas assez costaud pour résister et il va tomber. Et une fois qu'il est par terre, il va mettre quelques jours en général pour le débiter. Et c'est des branches qu'il va débiter. Il va s'en servir pour son alimentation et aussi pour construire, si nécessaire, des barrages. Alors il s'attaque souvent dans notre région, dans nos régions, plutôt à des peupliers, comme ici, hein, là ce sont que des peupliers, ou des saules vanniers. Donc là il est tombé. Là celui-ci il est intéressant puisque le castor, ce qu'il fait généralement, c'est qu'il va commencer à ronger un arbre, il va s'attaquer à un arbre, il va le ronger pendant 3 semaines, un mois, voire plus, et au bout d'un moment, il va le délaisser. Ça se voit vu la couleur des copeaux de bois. Il s'est de nouveau attaqué à ce peuplier. Alors on ne connaît pas trop la raison hein, pourquoi il délaisse et pourquoi à un moment il va s'y attaquer. Il peut le faire tout au long de l'année, hein, il n'y a pas de période particulière. Alors comment il va gratter? En fait avec ses incisives, hein, si je remets un copeau, je ne sais pas où il était, mais en tout cas si on suppose qu'il était là, avec ses incisives il va mettre sa tête de côté et il va venir avec ses incisives arracher des copeaux qui sont relativement importants. Et voilà, donc ça il va faire ça. Là on voit très bien les traces. Hein, les traces dedans, on voit très bien que c'est en général dans le sens perpendiculaire à l'arbre, puisqu'il met chaque fois la tête sur le côté pour arracher des copeaux. Et là, il va peut-être continuer pendant un mois et demi, et puis il va le délaisser. Alors, soit l'arbre il va tomber tout seul, soit il viendra le re-attaquer dans quelques mois. Là, on est sur un site intéressant, donc on est toujours sur un petit cours d'eau, mais sur une portion où on est plus proche des terres agricoles, on est à côté d'une vigne. Alors là, ça permet de parler de la cohabitation entre le castor et les activités humaines. Il se trouve que le castor a besoin d'une répiscine, c'est-à-dire de la forêt qui pousse au bord des cours d'eau. Il a besoin d'une largeur à peu près de 20-30 mètres de part et d'autre du cours d'eau, et souvent ce n'est pas le cas. Hein. Pendant des décennies, on a coupé et on a cultivé jusqu'au bord des ruisseaux. Et donc le castor, lui, il n'est pas au courant. Donc quand il sort, si à proximité il y a des peupliers, il va couper des peupliers. Mais s'il va un peu plus loin, il peut tomber sur des vergers, sur des vignes ou autres. Et donc là, il peut en effet avoir quelques conséquences sur la culture présente. Alors l'agriculteur, il ne faut pas grand-chose pour protéger ses cultures. Il peut mettre soit des grillages autour des arbres, par exemple. C'est ce qu'on voit pas très loin là, à ma droite. Et sinon, ce qu'il fait lorsque c'est pour protéger un champ, comme pour protéger contre les sangliers, il va mettre une barrière électrique. Là, on la voit tout le long, hein, sur à peu près 200 mètres. Alors la cohabitation avec l'aube, de façon plus générale, c'est un animal qui est devenu nocturne, comme la plupart des animaux, je pense aux sangliers, aux renards, etc., parce qu'il nous fuit, hein, puisqu'il était chassé, je le rappelle, il avait presque disparu, et donc il sort principalement la nuit. Et en fait, on le trouve, par exemple ici en Ardèche, dans les zones, par exemple l'hiver, dans des zones assez isolées, dans les gorges du Chassezac ou des gorges de l'Ardèche, on le voit assez facilement dehors, comme la loutre d'ailleurs, qu'on peut voir assez facilement. Par contre, en période estivale, lorsqu'il y a des milliers de canoës qui passent sur ces cours d'eau très touristiques, bien évidemment, le castor est obligé de ne sortir, il restreint à sortir que la nuit. Là, nous sommes sur un cours d'eau sur lequel j'étudie le castor depuis plus d'une dizaine d'années, et en particulier 2 familles.
Donc je peux étudier leur comportement, ce qu'on appelle l'éthologie, le comportement de l'animal. Je m'intéresse aussi à la dynamique des territoires pour voir la progression des territoires lorsqu'ils varient en distance. La construction des barrages sur ces petits cours d'eau. Les familles, puisque le castor vit essentiellement en famille. Ils sont en couple, ils sont monogames. Ils vivent toute leur vie avec le même partenaire. Et ils ont chaque année entre 2 et 3 petits, et ces petits restent 2 ans dans la famille. Alors où vit-il? Il vit principalement dans des terriers. Dans les terriers, toujours l'entrée doit être immergée pour se protéger. Alors on ne sait pas trop pourquoi, certainement soit des autres castors, soit d'autres prédateurs en tout cas. Et donc c'est des terriers qui peuvent être très importants, hein, qui peuvent faire plusieurs dizaines de mètres de longueur. Dans ce terrier, donc, il y a une pièce principale dans laquelle, lorsqu'ils sont à l'intérieur, en principe de la journée, les castors vivent un peu en famille. Ils peuvent se nettoyer, manger un petit peu les branches qu'ils ont apportées. Et puis, il y a dans leur terrier, il y a des pièces, des chambres dans lesquelles ils ont aménagé de la paille, enfin une litière. Et ensuite, vous avez toujours ce qu'on appelle une cheminée, un trou qui va vers l'extérieur pour respirer. Et une particularité de la région, c'est aussi qu'ils peuvent vivre dans des grottes. Donc ça, c'est assez rare, mais ici, dans les gorges de Ardèche, les gorges du Chassezac ou dans le Gardon, on les voit vivre dans des grottes. Donc là, à la tombée de la nuit, c'est le temps idéal donc, pour faire l'affût. Il faut savoir que le castor est très très discret. Il est souvent sous l'eau ou en tout cas, il est curieux et peureux. Et alors, on peut voir souvent sa présence et son arrivée par les vagues qu'il fait sur l'eau. Et quand il est sous l'eau, on peut voir aussi son trajet par des petites bulles qui dégagent par rapport à sa fourrure. Et donc on peut le suivre aussi comme ça. Les affûts sont des moments pour moi qui sont absolument assez extraordinaires, une sorte de méditation. Moi je compare souvent le sentiment que je ressens comme lorsqu'on va à un spectacle en fait. C'est comme là, hein, actuellement, c'est lorsque le soleil vient se coucher que le spectacle commence, comme sur un spectacle. Lorsque la lumière s'éteint, le spectacle commence. Et quel spectacle! On n'est pas conscient, je pense, de la biodiversité qui reste encore, même en France, même dans nos régions méditerranéennes, puisqu'en journée, en fait, la plupart des animaux, quasiment tous les animaux nous fuient. Mais quand c'est la tombée de la nuit et la nuit, on voit absolument toute une faune qui va sortir, hein, qui n'a plus peur de nous, puisqu'en principe, on a disparu de la circulation. Et là, on peut voir des scènes absolument extraordinaires. Et des fois, c'est à 100 mètres d'une maison, 200 mètres d'un village. Et on n'en est pas conscient. Et en fait, toute cette vie, heureusement, la nuit existe encore.